Bonjour à tous, merci de votre fidélité. Ce soir, ne manquez pas le rendez-vous théâtre au Casino de Sarreguemines. Sur scène, des scénettes divertissantes tirées de la vie de tous les jours et mises en scène par Margot Gauer. Ce qui vous attend dans ce 30 minutes, tout de suite dans le sommaire. Que c'est pratique. Festivité, c'est aussi un site internet en ligne pour faire ses courses. Festivité, des idées toutes faites. Au sommaire de cette édition, l'essentiel de l'info commencera par le député UMP Antoine Herth. Il a provoqué un incident en contractant le nom de la nouvelle région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine en H-LOR. Le ministère allemand des Transports a tranché, l'écluse de Gunningen sera finalement maintenue. Le SFC est qualifié pour le 8e tour de la Coupe de France contre Auxerre. Le sous-préfet n'a pas sa langue dans la poche, rapprochement, fusion sont visiblement son cheval de bataille. À Neuvegrange, on n'a pas attendu la réforme pour mettre en place l'accueil périscolaire. Le marché de Noël met Sarreguemines dans les starting blocks pour atteindre l'un de ses objectifs, dynamiser le commerce local. Nous finirons entre les lignes du livre de Deborah Kessler Bildauer, guérisseur contre sorcier dans la Lorraine du 21e siècle. 31% des accidents du quotidien ont diverses origines. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain, c'est une météo assez plaisante qui s'installe. La matinée débutera sous un ciel légèrement voilé pour l'est du département et plus nuageux pour l'ouest. L'après-midi, le ciel commencera à se dégager par l'est pour finalement laisser apparaître un ciel sans nuages sur tout le département en début de soirée. Côté température, elles partent de 4 à 5 degrés le matin et iront de 9 à 10 degrés l'après-midi. Demain, samedi 22 novembre, pensez à souhaiter une bonne fête aux Céciles. Le soleil nous accompagnera de 7h47 à 16h42. Passez un agréable week-end. Tout de suite, notre séquence J'aime ma vie. À demain. Celui-là, je peux plus le faire reculer. J'aime beaucoup rencontrer d'autres personnes parce que je suis seule dans la vie et donc j'aime beaucoup les rencontres et les jeux de société en particulier et d'autres activités aussi. Et ce soir, je suis venue, j'ai appris qu'il y avait une soirée jeux. Je rentre de Marseille, de voyage, et fatiguée, je suis venue quand même, avec mon petit-fils. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. T'as appris une nouvelle terrifiante. T'as rien d'autre? Pourquoi? Elle est pas bien cette série? Je sais pas si tu te rends compte. C'est toujours toi qui as la télécommande et ça fait des années que ça dure. Mais pas du tout. Avec les voiles latinos qu'elle va t'apporter, tu as déjà un pied. Puisque c'est comme ça. Tandis que Carlos, pourquoi tu refuses de t'engager et devenir... Si ça continue, je vais installer la télé dans la chambre. C'est terminé. T'as raison. Comme ça tu ronfleras plus tôt et sans moi. a conduit à des actes Flopant. inattendus C'est ça. et clairement. Et toi, tu t'endors tous les soirs devant la télé, le son à fond, alors un tout petit ronflement. C'est avéré. Il est où le programme? Sac orange. Là-bas derrière, il fait ma joie et ma fierté. Il est où ce foutu programme? T'as bien écrasé. Hein. Pour le tri, elle est parfaite. Si c'était pareil pour les choix de ces séries de télé. Ah, le voilà. De toute façon, à quoi bon je remonte pas? Je vais faire mes mots fléchés. L'essentiel de l'info pour vous chaque vendredi. Bonjour Juliane. Bonjour Francis, bonjour à tous. Alors ceux qui ont suivi les débats de l'Assemblée nationale cette semaine,
Ils ont pu voir que les 13 députés alsaciens ont protesté vigoureusement contre la fusion de leur région avec la Champagne-Lorraine-Ardenne. Et on peut même dire que certains mots... Oui, il y a eu différents degrés. Fusée, hein. Ouais, il y a eu différents degrés. Alors, il y a eu notamment une banderole « Ne tuez pas l'Alsace » qui avait été déployée dans la salle des 4 colonnes. Il y a eu Jean-Luc Reitzer qui s'est exclamé « Dans quelle société peut-on marier des gens contre leur gré ?» Et puis, celle à laquelle tu fais le plus allusion, je suppose que c'est l'incident en fait, qui a été provoqué par Antoine Hertz, qui a contracté le nom de la nouvelle région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine en faisant un jeu de mots douteux, Arschloch. Trou du cul en alsacien et en allemand. Et cela a valu une réplique cinglante de deux députés PS de la région, notamment de Philippe Bies, outré par de tels propos. On va l'écouter. Je souhaiterais que M. Hertz, devant la représentation nationale, traduise pour ceux qui ne sont pas germanistes. Bien. Vous considérez que vous pouvez vous exprimer, vous, député de la République, au nom des Alsaciens. Et pourtant, vous êtes éloigné d'une partie de la population réelle. Vous n'arrêtez pas de revenir sur ce référendum du 7 avril 2013. 64% d'abstention. Et je rappellerai que dans un département, le département du Haut-Rhin, dont M. Stroman est un éminent représentant, 56% des votants ont voté contre le Conseil unique d'Alsace. Et voilà, donc la région Alsace n'a pas réussi finalement à se réunir, hein. Et voilà, donc finalement, Julia, on en est où avec la réforme territoriale ? Alors maintenant, les choses sont claires. Il y a eu 6 heures de débat à l'Assemblée nationale dans la nuit de mardi à mercredi et la carte des 13 nouvelles régions a été adoptée en deuxième lecture. Elle sera appliquée à compter de 2016 et avec donc cette fameuse grande région Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne. Le ministre allemand des Transports a tranché, l'écluse de Güdingen sera finalement maintenue. Est-ce une surprise, Julia ? Non, pas du tout. Enfin, moi, ça me paraissait complètement évident depuis le début. Ça paraissait vraiment trop aberrant de tout d'un coup couper la circulation fluviale transfrontalière. Et donc, non, elle a encore 2 beaux jours devant elle. Il n'y a pas de souci. Comme du côté français, on avait beaucoup investi pour la remise en état donc des canaux, des écluses. Donc finalement, ces investissements sont confortés. Oui, en même temps, il y avait eu beaucoup d'investissements aussi du côté allemand, des deux côtés, et notamment dans le cadre de la bande bleue de la Sarre. Alors, le préfet, lors d'une réunion extraordinaire du Conseil général, a réussi à calmer les élus sur la réforme territoriale. Alors, il a d'abord botté en touche avec notamment une phrase « Votre principal message, je l'ai entendu et le partage ». Et il a assuré qu'il allait faire remonter au niveau de l'État les doléances des conseillers généraux. Finalement, ça n'engage à rien. Ce qui a sans doute calmé les élus, ça a été sa phrase sur le maintien des départements. Alors, je le cite, « Il faut des échelons intermédiaires entre les grandes régions et les intercommunalités. Le département continuera à exercer ses prérogatives sociales et solidaires. » Personnellement, moi, je me demande s'il ne va pas se faire rappeler à l'ordre. Je ne pense pas qu'il était réellement censé prononcer une telle phrase. En tout cas, il a pris des pincettes sur la gare TGV Vendières. Pourquoi ? Ouais, alors Vendières, c'est le sujet polémique, épineux de ces dernières années. L'État a annoncé une aide pour la construction de cette gare, qui est finalement un projet qui est porté par le Conseil régional de Lorraine, donc PS, en majorité. Or, la construction de la gare de Vendières, en soi, ça met en péril la gare existante de Louvigny, qui, elle, est le bébé du Conseil général. Donc, voilà. Ouais, donc une affaire à suivre. Le SFC qualifié pour le 8e tour de la Coupe de France. On regarde d'abord le tir au but arrêté qui a donné la victoire aux Bleus contre le CS Le Moule de Guadeloupe. On voit beaucoup de bonheur sur ces images. Alors les joueurs sont de retour, ils ont quand même passé quelques jours là-bas. On connaît leur prochain adversaire ? Oui, le tirage au sort a eu lieu mercredi vers midi, on l'avait annoncé d'ailleurs sur Mosaïque. Et donc leur adversaire, ça va être l'AJ Auxerre qui évolue en Ligue 2 du championnat et qui compte en plus dans ses rangs plusieurs joueurs qui ont joué en équipe de Ligue 1. En plus, ça va être un match à domicile. Donc pour le SFC, c'est parfait parce que ça veut dire aussi
évidemment une très forte affluence assurée au stade. Donc le stade sera trop petit, je sais pas, il y a 2000 places là-bas, sans doute. On va se Dans les tasser. tribunes. Alors, en tout cas, Mosaïque y sera. En attendant, le championnat continue. Le SFC sera en déplacement ce samedi à Mulhouse, un match que nos téléspectateurs vont pouvoir suivre sur Mosaïque. Alors oui, comme tous les matchs du championnat de CFA2, la rencontre est à suivre en direct sur Mosaïque à 18h. Précision quand même, parce que tu parlais de Mulhouse, c'est juste à côté de Mulhouse, le SFC affronte Ilzach Modenheim. Et puis il y aura aussi le résumé de la rencontre avec les meilleures actions lundi dans le JT. Notre nouveau sous-préfet, Julia Christophe Salin, est très actif. On le voit ici à la découverte de l'institution Sainte-Chrétienne de Sarreguemines. Alors au bout de quelques mois, s'il fallait en dégager un, quel serait son cheval de bataille? Alors, avant de répondre à ta question, c'est pas au bout de quelques mois, c'est au bout de exactement un an. Ça a fait un an cette semaine. Il faut peut-être qu'on arrête de l'appeler le nouveau sous-préfet d'ailleurs. Mais ça reste le nouveau, le dernier. Bon, son cheval de bataille, en premier lieu, vraiment, et il insiste dessus, c'est l'emploi. Et c'est pour ça qu'il va beaucoup à la rencontre des entreprises, des chefs d'entreprise, mais aussi des décideurs politiques et des lieux de formation, notamment les lycées. Alors récemment, il intervenait devant les maires de l'arrondissement et il disait que pour garder les services, les communes devaient se regrouper et fusionner. C'est l'éternel débat en France. On détient un nombre record, environ 27 000 communes de moins de 1000 habitants. La majorité des Français y tiennent. Reste que rationnellement, ça serait plus logique de regrouper en tout cas les toutes petites communes. Les gens ont peur d'une baisse de qualité de services publics, etc. Ça serait une manière de mutualiser les moyens, ça serait une manière d'avoir peut-être plus de choses. Et puis aussi, les Français sont attachés à leur petite commune, mais en même temps, ils ne veulent pas payer plus d'impôts. Or, maintenir tout partout, ça a un coût. C'est la logique à la française. Oui, ça a un coût. D'ailleurs, à ce sujet, il a demandé aux élus si finalement ils avaient encore besoin d'une sous-préfecture. Et puis il y a cette phrase reprise, que j'ai reprise dans le RL, dans certains villages, le cimetière est le seul service public qui a un avenir. Alors Julien, nous allons prochainement, je crois, inviter le sous-préfet pour qu'il s'explique sur ses interventions. Alors à Neufgrange, on n'a pas attendu la réforme pour mettre en place l'accueil périscolaire qui existe déjà depuis 3 ans. Oui, c'est le choix d'un très grand nombre de communes. En même temps, il n'y a pas de choix. Si on veut que les enfants soient scolarisés dans sa commune, qu'ils n'essayent pas d'avoir des dérogations pour aller s'inscrire ailleurs, il faut s'adapter au mode de vie des parents. Et comme maintenant la plupart des parents travaillent tous les deux, il faut être en mesure de proposer du périscolaire. Et effectivement, la plupart des communes le proposent depuis déjà plusieurs années, donc avant les histoires de réforme, de nouveaux rythmes. Et puis d'ailleurs, on le voit pour Neufgrange-Silsheim, qui sont ensemble au niveau du périscolaire. Ça n'a pas eu d'impact. Alors qu'en est-il ailleurs finalement, à Sarreguemines par exemple? Alors ça dépend. Autant effectivement le secteur Neufgrange-Silsheim, il n'y a pas eu d'impact, autant depuis la rentrée de septembre à Sarreguemines, mais aussi à Sarinsmin, à Sarralbe ou encore à Villeurwald, on constate une augmentation de la fréquentation du périscolaire. Très bien. Le marché de Noël s'annonce comme une période de compte pour les visiteurs et une bouffée d'oxygène pour les commerçants. Alors quel sera le thème de cette année ? Eh bien, les contes. Alors, on va les retrouver notamment dans l'exposition L'incroyable fabrique à jouets du Père Noël. On peut le regarder d'ailleurs, ceux qui ne l'ont pas vu, dans Tendance qu'on a diffusé cette semaine. Et puis aussi dans le spectacle de marionnettes proposé par Macadam Théâtre dans sa roulotte, où ça va être la légende de Santa Claus. Alors, la ville poursuit bien évidemment son objectif d'animation de la ville, mais pas seulement. On écoute cette courte intervention de Nicole Muller. De créer ce qu'on appelle du flux, effectivement, économiquement, c'est-à-dire du monde qui vient de loin. Voilà, elle l'a dit, donc on espère un afflux pour une dynamisation du commerce local. Alors oui, évidemment, comme tous les ans, d'où le fait qu'il y ait aussi des animations et pas seulement les chalets du marché de Noël. Et quel est le coût de ce marché de Noël pour la ville ? 5 000 €, animation comprise, et c'est un budget qui est stable. En très bref, on l'a découvert cette semaine, alors une section Ulysse Pro au lycée Henri Nominé. Oui, elle existe depuis la rentrée de septembre. Elle a été officiellement inaugurée mardi. C'est une filière professionnelle pour les élèves qui souffrent de troubles cognitifs et qui ont donc des besoins éducatifs particuliers. Et pour finir en beauté, nous allons mettre un visage sur le couple princier de l'édition Carnaval 2015. Oui, alors il y a un nouveau venu dans la société carnavalesque, c'est Pierre Zins Herzog, et puis une habituée, si j'ose dire, Anaïs Moch, puisqu'elle est fille de carnavalier et puis qu'elle avait déjà été mini-princesse de carnaval. Très bien, merci Julia pour cet essentiel de l'info.
Nous, on continue. On se retrouve la semaine prochaine. Eh bien sûr. Très bon week-end. Et nous, on continue avec une courte page de réclame. Exceptionnel dans la région, à 30 km de Sarreguemines, le Saarländischer Uhrenmuseum vous propose une grande bourse horlogère le dimanche 23 novembre de 10h à 18h. Vous y découvrirez aussi plus de 1000 objets relatifs à l'artisanat horloger et à l'horlogerie. Tu le sais pas encore, mais on est fait pour être ensemble. Je veux pas te vexer, mais t'as vu ta tête? Et toi, t'as vu ma carte? Multipass Plus, simple, pratique, gratuite. Avec cette carte, j'ai des avantages pour les loisirs, la santé, la mobilité et le logement. Avec elle et moi, bonheur assuré. Ah ouais. Dommage que Multipass Plus, ça te donne pas des réductions pour des cours de drague. Bon, bah ça c'est fait. En région Lorraine, Multipass Plus, la carte 16-25 ans pour tous tes projets. Enfin presque. AVS, notre métier, vous accompagner. Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. Demain, retrouvez l'ensemble des émissions de la semaine, toute l'info et les magazines que vous voulez voir ou revoir, c'est sur Mosaïque. À la rencontre du groupe local du pays des Lacs-Coste 57, cette association. Et à 18h, retrouvez-nous en direct de Ilzac avec le SFC. Après un match victorieux en Coupe de France, les Bleus de Sébastien Meyer sont de retour et prêts pour poursuivre le championnat. Le week-end aussi, votre télé, c'est Mosaïque. Parler de sorciers et de guérisseurs aujourd'hui au XXIe siècle peut paraître surprenant, pourtant ces pratiques sont encore bien réelles, autant dans les campagnes que dans les villes, et la clientèle touche toutes les catégories sociales. C'est une étude menée par Deborah Kessler-Bildhauer qui lève un peu le voile sur une activité qui n'ose pas dire son nom, connue par le seul bouche à oreille. Guérisseurs contre sorciers dans la Lorraine du XXIe siècle est un ouvrage signé Deborah Kessler-Bildhauer et présenté entre les lignes par Marianne Gabriel. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Elle enseigne l'ethnologie et la sociologie à la Maison des sciences de l'homme de l'Université de Lorraine. Sa thèse sur les guérisseurs désenvoûteurs soutenue à l'Université de Metz obtient les félicitations du jury. Deborah Kessler-Bildhauer est l'auteur du livre « Guérisseurs contre sorciers dans la Lorraine du XXIe siècle ». C'est le fruit de 6 années de recherche et d'enquête de terrain pour comprendre l'ancrage social et religieux de la sorcellerie dans la population lorraine. Bonjour à tous et bienvenue entre les lignes. Du XVIe au XVIIIe siècle, la répression en Lorraine envers les sorciers était intense et particulièrement meurtrière. Nicolas Rémy fut l'un des plus illustres chasseurs de sorcières. Il a condamné plus de 3000 personnes au bûcher pour sorcellerie. 9 victimes sur 10 étaient des femmes. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Deborah Kessler-Bildhauer, auteure de Guérisseurs contre sorciers dans la Lorraine du XXIe siècle. Bonjour. Bonjour. Il vous a fallu 6 années d'enquête pour mettre à jour une réalité que l'on croyait d'un autre temps. Oui, effectivement. J'ai fait donc cette enquête dans un cadre universitaire, donc avec une certaine rigueur scientifique. Et effectivement, c'était 6 années nécessaires pour percer le secret des guérisseurs et ensuite, bien sûr, de la sorcellerie. Alors, est-ce que le passé de la Lorraine peut à lui seul expliquer qu'il y a encore de ces croyances? Alors, disons qu'effectivement, c'est particulier à la Lorraine, puisque c'est en Lorraine qu'il y a eu cette plus grande chasse aux sorcières, cette plus meurtrière d'ailleurs, chasse aux sorcières. Et on se rend compte en fait que dans d'autres régions, ou même dans d'autres pays en Europe, ils étaient beaucoup moins touchés en fait par ces questions, donc au Moyen-Âge. Donc on a effectivement ce passé qui constitue, on va dire, un petit peu le point d'ancrage de la sorcellerie, mais on se rend compte aussi que dans d'autres régions de France, et d'ailleurs un peu partout dans le monde, on retrouve encore des histoires de sorcellerie actuellement. Donc ce qui était intéressant pour
moi, c'est effectivement de travailler sur la sorcellerie, puisqu'il y avait on va dire un espèce de vide sidéral sur la sorcellerie actuelle, contemporaine en Lorraine. Alors 9 victimes sur 10 aussi, pour revenir à l'histoire, étaient des femmes. Oui. Alors est-ce qu'encore aujourd'hui, il y a des répercussions dans la mémoire collective du fait que ce soit des femmes qui étaient... Alors disons que ceux qui sont accusés aujourd'hui de sorcellerie, alors tout se fait à huis clos, il n'y a plus de bûcher sur la place publique, etc. Mais tout se fait de manière symbolique. Mais il est vrai que souvent, les sorciers sont des sorcières, encore aujourd'hui. Donc il y a toute une on va dire une représentation de la femme dangereuse, etc., qui est encore véhiculée. Alors est-ce qu'il y a autant de femmes que d'hommes qui consultent des guérisseurs, des envoûteurs? Alors je dirais que globalement c'est plutôt des femmes. C'est-à-dire que c'est elles qui vont consulter pour elles-mêmes, mais aussi pour leurs enfants ou pour leur époux. Les guérisseurs, en règle générale, exercent discrètement. C'est grâce au bouche à oreille que se développe leur clientèle. Un métier, un don, la pratique est controversée. Pourtant, la renommée de certains guérisseurs passe les frontières et pose les limites de la médecine actuelle. Écoutez. Certains mots sont les indices d'un envoûtement qui nécessite l'intervention particulière du contre-sorcier. Les savoirs biomédicaux des guérisseurs viennent s'imbriquer aux représentations magiques et religieuses pour trouver des origines dans l'invisible. Le corps, du point de vue des guérisseurs lorrains, ne se limite pas à sa dimension matérielle. Qu'est-ce qui pousse les Lorrains à consulter un guérisseur, des envoûteurs ? Alors effectivement, ça peut être des symptômes comme des maladies, une maladie par exemple qui est soudaine ou qui est répétitive, qui ne trouve pas en fait on va dire de traitement dans la biomédecine classique. Donc ça peut déjà alerter les personnes. Ensuite, ça peut être aussi des troubles du sommeil, ça peut être des problèmes pour procréer, pour avoir un enfant. Ça peut être aussi des chutes accidentelles, des problèmes sentimentaux. Donc tout ça, tous ces symptômes sont toujours vécus, on va dire, de manière douloureuse, ils sont toujours mal vécus. Et du coup, c'est ce qui va pousser certains, sur les conseils d'ailleurs de proches souvent, d'aller voir un guérisseur pour sortir de leur situation. Mais qu'est-ce qui pousse aussi, plutôt que de se tourner vers la médecine traditionnelle, de choisir cette voie-là ? Disons que c'est justement parce que les instances classiques, le médecin par exemple, n'apportent pas de réponse satisfaisante du point de vue du patient. Donc parfois c'est un traitement qui n'est pas adapté ou qui est vécu, on va dire, de manière très douloureuse. Voilà. Donc c'est toujours un échec des instances classiques qui poussent ensuite à interpréter ces symptômes comme des actes de sorcellerie. Alors les désenvoûteurs, on en parlait, qui sont-ils ? Alors les désenvoûteurs, il y en a beaucoup dans la région, donc moi je ne les ai pas tous rencontrés puisque mon enquête, elle ne visait pas en fait à faire de statistiques. Donc on va dire que premièrement, la première des choses sur laquelle j'insiste dans l'ouvrage, c'est effectivement que ce sont des gens qui sont vraiment très très intégrés à la société. Donc ils font partie par exemple de conseils municipaux, ils intègrent des associations, parfois donc ceux qui ne sont pas à la retraite travaillent donc, dans des bureaux, sont ouvriers, sont exploitants agricoles. Donc ils ont toujours une activité annexe, je dirais, soit une retraite. Ou principale et des envoûteurs ou magnétiseurs ou guérisseurs, c'est une activité annexe ou ça devient vraiment l'activité principale ? Non, ça reste toujours quelque chose d'annexe. Donc si la personne est effectivement, si le guérisseur est à la retraite, forcément ça constitue son activité principale. Mais c'est vrai que on va dire que globalement, ceux que j'ai rencontrés, ils ont entre 50 et 70 ans. Donc il y a quand même cette moyenne d'âge. Ensuite, ce que je peux rajouter, c'est effectivement que parmi ceux que j'ai rencontrés, il y avait plus de femmes que d'hommes. Mais encore une fois, on ne peut pas généraliser. Mais, alors, oui, qu'est-ce qui les distingue vraiment ? Parce que ce sont des gens qui n'ont pas fait d'études de médecine. Donc, quelle est leur particularité ? Alors, la particularité, c'est effectivement qu'ils ont un don. Alors, c'est ce qui permet de rattacher, on va dire, leur identité à justement leur activité. Donc, tous revendiquent ce don. Donc, certains disent qu'ils l'ont hérité, d'autres qu'il est inné, d'ordre divin, d'autres d'ordre naturel. Mais disons que c'est ça qui est à la base, on va dire, de leur activité. Ils sont reconnus comme tels grâce à ce don, cette qualité. Est-ce qu'on peut parler de médecine holistique ?
Alors effectivement, on peut parler aujourd'hui de médecine holistique dans le sens où les guérisseurs prennent en charge à la fois le corps physique, mais aussi, on va dire, la psyché, tout ce qui est de l'ordre du psychologique. Donc dans ce cas-là, on peut effectivement, même si ce terme il n'est pas utilisé par les informateurs, mais on peut effectivement parler. Est-ce que les envoûtements, les possessions, c'est quelque chose qui existe encore ou bien c'est simplement une croyance ou un mal-être plus général? Alors effectivement, le but de cet ouvrage, c'est justement de montrer qu'il ne s'agit pas d'une croyance résiduelle, ni rurale d'ailleurs, puisqu'il y a des personnes qui se pensent envoûtées, qui vont consulter un guérisseur qui habite dans les grandes villes, qui sont cadres, certains sont médecins, etc. Donc j'ai vraiment voulu montrer que ce qu'on peut appeler la clientèle finalement de ces guérisseurs, elle est vraiment très très variée et très très hétérogène, tant au niveau des catégories sociales que de l'âge. Bon, on va dire que la constante, c'est effectivement que ce sont surtout des femmes qui consultent, mais j'ai vraiment eu à cœur de montrer que la sorcellerie, c'est avant tout une explication rationnelle, c'est-à-dire cohérente pour ces personnes de leur malheur, de leur maladie, etc. D'accord. Et entre envoûté, possédé, est-ce qu'il y a une différence? Ah oui, fondamentale. Disons que l'envoûtement, ça concerne surtout donc, des sorts qui ont été lancés par des sorciers. Alors que quand on parle de possession, il s'agit soit de possession démoniaque, soit de possession, on va dire, faite par le diable, donc qui sont considérées comme beaucoup plus graves et d'ailleurs très rarement pris en charge par les guérisseurs. Au cours de mon enquête, c'est vraiment très très rarissime et c'est plutôt finalement ces cas de possession sont plutôt confiés à l'exorciste du diocèse. Encore une chose, quel est le statut du guérisseur aujourd'hui? Alors le statut du guérisseur, donc pour ce qui est des désenvoûtements, donc il est complètement caché, complètement dans l'ombre. Il n'y a aucune comment dirais-je, publicité. Tout fonctionne par le bouche à oreille. Il n'y a pas de site internet, etc. Donc les gens sont vraiment au courant quand ils rencontrent un problème. Donc c'est vraiment un proche qui va leur donner une adresse, les aider, essayer de les aider en les guidant vers un guérisseur qui serait plus apte finalement. Alors pour terminer, de quelle façon vous avez mené cette enquête? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières? Alors la plus grande difficulté, c'était effectivement au départ, quand j'ai commencé mon enquête, pour recevoir, pour entendre, pour qu'on me fasse confiance finalement et qu'on me délivre certains secrets, puisque effectivement, je disais, ce qui est au cœur de leur activité, c'est leur don, mais c'est surtout le don. Le don doit rester sacré et secret. Donc il y avait tout ce tabou, on peut presque dire, qui pesait sur leur don, sur leur activité. Donc il a vraiment fallu que je les convainque justement de ma bonne foi et du fait que je ne sois pas moi-même une sorcière venue voler leur pouvoir. Vous avez assisté à des rituels aussi? Oui, effectivement, j'ai assisté à plusieurs. Donc c'est aussi ce qui m'a permis d'alimenter par des exemples très précis l'ensemble de l'ouvrage. D'accord. Alors, durant votre enquête, est-ce que vous avez porté des objets de protection? Alors oui, oui, puisque les guérisseurs que je rencontrais, avec qui j'avais finalement noué des liens assez proches, me donnaient régulièrement des protections et donc j'avais quand même soin de les avoir sur moi. Bon, après, je ne sais pas si ça avait une quelconque efficacité, mais en tout cas, j'avais vraiment soin de rentrer complètement dans ce monde-là qui est pour le moins fascinant. Quelle impression ça vous a laissé, ces 6 années d'enquête? Alors disons, ça m'a laissé vraiment de très bons souvenirs, des découvertes, on va dire, en termes scientifiques qui ont été vraiment très très intenses, très très riches. Et puis peut-être aussi, quelque part, un petit regret, c'est-à-dire que je n'ai pas pu continuer après la thèse ce travail. Mais c'est vrai que c'était vraiment une très très bonne expérience, tant en tant que scientifique surtout. Voilà, merci beaucoup Déborah Kessler-Bildauer d'avoir levé le voile sur une partie de ce mystère qui entoure donc les guérisseurs. Le sujet est sensible, on le sait, et touche à l'humain, bien sûr. Donc chacun a besoin d'avoir des réponses à ses souffrances. Alors votre livre est disponible en librairie. Où c'est qu'on peut le trouver aussi? On peut le trouver, on peut le commander aussi sur Internet. Il y a différents sites de vente. Et donc voilà. Voilà. Donc merci beaucoup et on se retrouve très bientôt entre les lignes.